Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Eh bien aujourd'hui, on a un plateau qui va prendre de la hauteur, parce que j'ai deux invités qui sont beaucoup trop grands pour moi, sachez-le. Et déjà, on a Reza qui est de retour. Bonjour Melinda. Comment ça va Reza ? Écoute, ça va très bien, on est dans le rush, mais on est là. On peut pas refuser ton invitation, en plus sur le sujet d'aujourd'hui, ça va être incroyable. Et figurez-vous, on va même pas parler de jeux de baston. Non, on va aujourd'hui parler avec d'un Reza. autre de mes amours. Voilà, restez là, vous allez voir, c'est son dada. Il m'en a parlé pendant des mois, je lui ai dit, le jour où le jeu sort, c'est pour toi. Et voilà, promesse tenue, tu es là. Merci. Et face à toi, un petit nouveau. Comment Bonjour. ça va, Pierre ? Ça va et toi ? Eh bien écoute, très bien, je suis contente que tu sois enfin là. Bah pareillement, je suis content d'être là, c'est la grande première, donc Aussi très grand, parce que je ne Oui, prends que des oui. grands sur ce plateau aujourd'hui. Voilà, journaliste gaming chez Fun Android, c'est ça, ça se passe bien. ça se passe très bien, T'es débordé comme tout le monde. comme tout le monde, Et voilà. surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Et bien vous allez voir, on a plein de choses à vous raconter, alors deux actus, on a choisi une actu parce que je voudrais qu'on parle surtout de la déferlante de jeux asiatiques sur le jeu vidéo actuellement, et pas que, justement. Donc on va avoir plein de choses à se raconter. Il y avait des grosses sorties, et bien on commence aujourd'hui à en parler. C'est parti pour l'actu à chaud. On vous en avait un petit peu parlé dans l'émission du mois de janvier qu'on avait faite au CES de Las Vegas, en parlant de Nvidia, évidemment grand spécialiste des processeurs, des cartes graphiques et de l'intelligence artificielle, qui nous avait présenté NVIDIA Ace, une IA qui permettait d'animer, en fait, de donner vie aux personnages non jouables de vos jeux vidéo, ceux qui traînent dans le fond et qui servent normalement à rien. Et Pierre, là, ils sont allés encore plus loin. Et oui, maintenant c'est Ubisoft qui a présenté son outil, toujours avec Nvidia, pour faire parler des PNJ qui justement sont entre guillemets sans intérêt dans le jeu, pour leur donner plus de corps, pour leur donner plus de répliques. Et le principe est toujours le même en fait. On parle au PNJ à travers un micro, et le PNJ nous répond de manière entre guillemets fluide. Après, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, notamment sur l'écriture. Tous les personnages sont écrits, attention, tous les personnages ont des limites, ont une personnalité. Une carte d'identité, en fait, carte un petit peu. d'identité, mais en gros, ils peuvent nous répondre tout et n'importe quoi. Et c'est justement, ça pose beaucoup de questions sur l'avenir du jeu vidéo et aussi sur les limites de cette technologie, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment sur l'écriture, sur le scénario, aussi sur la manière dont on va aborder nos jeux, parce que dans un open world, voilà, on n'interagit pas forcément de la même façon avec un PNJ entre guillemets écrit et un PNJ où on peut dire tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de questions aussi concernant l'immersion. Alors, moi, j'avais testé la démo d'NVIDIA, je crois que tu l'avais fait aussi, et c'est vrai qu'au début, dans les premières minutes, c'est impressionnant. On pose une question, on pose n'importe quoi. C'est ça surtout. La force, c'est qu'on ne parle pas du jeu. On n'est pas contextualisé, je veux dire. On n'est pas obligé d'être contextualisé. C'est ça. On arrive. Nous, c'était le restaurant de ramen. C'est ça. Avec le chef cuisinier derrière le comptoir, une cliente, et on pouvait leur raconter absolument n'importe quoi, parler de la pluie du beau temps. Ils répondaient. J'avoue que c'est bluffant. En plus, toi, tu as de la chance, tu as testé une version un peu améliorée par rapport à celle que moi j'avais faite au mois de janvier. J'avais un peu essuyé les plâtres, mais c'était déjà très impressionnant. On a essayé donc en anglais et en français, parce que la technologie est prévue pour être aussi en français à terme. Et c'est vrai que c'était, comme je te dis, dans les premières minutes, c'était bluffant. Mais après, on constate très rapidement les limites. En fait, les personnages, comme je disais, sont dans un carcan. Et dès qu'on essaye un petit peu d'en sortir, on revient toujours un peu sur des rails et ça casse l'immersion. Vraiment, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait au point. C'est très impressionnant, mais ça va arriver extrêmement rapidement, dès 2024. On nous a parlé de petits jeux qui vont sortir, qui vont en bénéficier. Stalker 2, si mes souvenirs sont bons. Ce serait peut-être pas mal, parce que Stalker 2, moi j'avais testé un peu, et c'était pas franchement une grande réussite. Oui. Mais après, voilà, il y a encore une fois, il y a beaucoup de questions sur la manière dont les joueurs vont aussi l'utiliser. Est-ce qu'on est prêt à, pendant 50 heures, parler dans un micro ? Est-ce qu'on a envie, surtout ? Et surtout, est-ce que les personnages seront aussi bien écrits ? Est-ce qu'ils seront aussi marquants que si c'est juste un algorithme qui nous répond avec une voix robotique ? Reza, tu as envie de parler au PNJ dans tes jeux ? Toi, tu les castagnes d'un autre côté. Je suis pas sûr qu'ils aient leur mot à dire. Mais... Non, généralement, c'est vrai qu'on les découpe, c'est mieux. Mais ça peut être intéressant. On sait qu'aujourd'hui, quand même, les open world, les jeux d'aventure sont hyper populaires aujourd'hui. Chaque année, ça revient forcément dans les jeux de l'année ou autre, qu'on parle de survival, qu'on parle d'open world à la, je sais pas, Elden Ring, Dragon's Dogma, qui arrive aussi le 22 mars, par exemple. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de jeux avec beaucoup de PNJ et assez longs. Et parfois, justement, tu as ces trucs qui reviennent où on dit, bon, dans tel jeu, les PNJ ne servent à rien, ou dans tel jeu, les PNJ servent à quelque chose. Donc, ça peut être quelque chose de sympa après avoir, l'utilisation qui va en être fait par la communauté, puisqu'au final,
Les produits, c'est cool, mais on voit vraiment à quoi ça sert quand la communauté met la main dessus et peut commencer à faire tout et n'importe quoi. À voir s'il n'y a pas de débordement aussi de ce côté-là. Mais Pas trop de n'importe quoi quand même, je c'est pense, ça? ouais, exactement, je pense qu'il faut quand même tester et voir derrière ce que ça va donner. Et avec des vrais retours, des retours utilisateurs, on pourra en déduire si c'est intéressant ou si ça doit être poubelle, malheureusement. Alors Et, là, et- vas-y, ouais, et moi, je Pierre? pense que on est juste là, on voit la partie émergée de l'iceberg, dans le sens où on voit les dialogues, on voit qu'on peut discuter avec les personnages non joueurs, mais dans un open world, par exemple, comme dans un GTA, où tous les personnages sont Le poussés par une bazar dans intelligence GTA. artificielle, où tous les personnages ont un but, même le passant qui ne sert à rien, tous les personnages qui peuvent réagir de manière crédible à nos actions, là, pour le coup, ça pourrait être intéressant. Et évidemment, l'IA va s'immiscer dans tous les pans de notre vie, et je pense qu'aussi, ça va aller dans notre jeu vidéo, et pas seulement en termes de dialogue. Là, c'est juste, entre guillemets, le début, la démo, de voir ce qu'ils peuvent faire. Ce que je trouve intéressant sur le fait que ce soit Ubisoft cette fois et puis Nvidia, parce qu'Nvidia c'est la démonstration technique d'une techno qu'ils mettent à disposition, c'est que là on a un éditeur de jeu, un développeur de jeu qui dit nous on peut le faire et voilà comment est-ce qu'on va l'intégrer. Donc ça s'appelle Neo NPC Mhm. chez NPCs. NPC. Chez Ubisoft. C'est de l'IA générative, évidemment derrière, sans surprise. Pour moi, ça peut être intéressant si, en effet, la carte d'identité de ces PNJ est bien écrite et qu'ils ont un intérêt dans l'histoire. Parce que la démo que j'avais faite, je lui demandais à la nana pourquoi elle était en jaune, pourquoi elle avait mis une robe jaune dans un resto de ramen qui avait l'air crado. Elle me répondait. Le truc le plus intéressant, c'est qu'ils avaient des traits de personnalité chacun. Donc leur réponse était faite en fonction et de mes questions et d'une personnalité. Dans un jeu, je me dis que selon l'obscur personnage que vous allez chercher au fin fond du décor, c'est peut-être lui qui a des clés et des indices pour faire avancer l'histoire. Là, c'est intéressant. Mais alors, bonjour le boulot pour les développeurs, mine de rien, de commencer à penser, Ah oui. à remplir l'espace de personnages, à leur donner des indices plus ou moins. Moi, je me dis qu'il y a un potentiel de fou, mais ça va être un truc, on va encore passer 350 heures sur des jeux maintenant, hein. Parce que moi, je sais que je suis le pigeon ultime pour ça. Je vais aller interroger tous les PNJ. Ok. Donc, autre IA, parce que l'IA, on en parle depuis longtemps dans le jeu vidéo, mine de rien, là, c'est de l'effet waouh, mais il y a toujours eu l'IA, ne serait-ce que pour animer les personnages que bastonne Reza, et qu'il ne se laisse pas faire. Il y a Google Sima aussi, qui a été présenté. Je ne sais pas si on a entendu parler de ça, Reza. Non, malheureusement. C'est l'IA. Alors, tu Dis-moi. sais, chez Google, ils ont DeepMind, DeepMind, je connais, leur ouais. tête pensante, qui avait déjà fait AlphaGo pour affronter des champions du jeu de Go, AlphaCast. Et là, ils ont sorti donc Sima, qui prétend pouvoir jouer aux jeux vidéo comme un humain. Et être instruit, c'est-à-dire être capable d'apprendre de ce qu'il apprend du jeu. Là, oui, là, ça commence à C'est devenir possible. flippant. Bah, c'est possible parce que, bon, tu vois, on ne devait pas parler de jeu de baston au final. On va y arriver. Dans Tekken 8, il y a la fonction du fantôme, justement, qui fonctionne avec l'IA et avec tes statistiques. Donc, si par exemple, tu as l'habitude de faire des ouvertures en tapant dans les jambes, des ouvertures en tapant au niveau de la tête, grossièrement, l'IA va reprendre ces habitudes-là. Si par exemple, j'essaye de t'attraper, de te choper et tu déchopes 10 chops sur 10, quand tu vas affronter le fantôme déchoppe tout. Donc tu as justement cette progression vis-à-vis de tes performances à toi qui vont être alignées avec ton fantôme, et ça c'est via l'IA. Et tu as Killer Instinct qui le faisait aussi avec la bataille de fantômes, donc on a 2 jeux qui le font pour l'instant, et ça marche bien. Pour le moment, ça marche bien. Et Et c'est là, ça, la Sima. particularité de Sima, en fait, c'est qu'il n'a pas du tout accès au code source du jeu. Il n'a pas été développé pour le jeu. C'est juste qu'il regarde en fait Il ce regarde que et il les fait. autres joueurs font pour reproduire exactement la même chose. Et ça peut être un adversaire, mais ça peut être aussi, comme on disait, un PNJ dans un monde ouvert. Et C'est ça, c'est incroyable. assez bluffant parce qu'en fait, ils l'ont testé sur No Man's Sky et au bout de quelques heures de jeu, l'IA pouvait construire un vaisseau, pouvait construire des objets juste en regardant les autres joueurs évoluer dans le monde. Est-ce que l'IA a fait comme nous dans No Man's Sky, s'est perdu, à un moment il ne savait plus où il était. Certainement. Ça, il faut savoir s'il apprend vraiment comme nous. Mais voilà, la promesse, c'est ça, ils ont testé sur 9 jeux, tu disais, dont No Man's Sky, Valheim, Minecraft, je crois, et je ne sais plus quoi. Pour ceux qui ont l'image, on voit tous les jeux qui défilent derrière nous sur lesquels ils ont testé. C'est intéressant pour apprendre, en fait. Alors, non, je vais tourner ma question autrement, messieurs. En quoi est-ce intéressant ? Alors, pour le gaming ou Pour le gaming, pour les joueurs, pour la création de jeux, en quoi c'est intéressant ? Alors c'est Pierre. intéressant, encore une fois, on en revient pour animer des grands mondes ouverts, pour avoir des personnages qui sont beaucoup plus cohérents. Aussi, c'est intéressant pour le jeu, par exemple, pour les bots qui jouent contre nous, par exemple, dans les jeux de combat. Après, l'usage n'est pas seulement limité aux jeux vidéo. Là, on parle d'une IA Oui, qui là. apprend.
et qui peut apprendre dans tous les domaines. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec Sima, c'est qu'en fait, elle peut vraiment regarder et reproduire ce qu'elle voit à l'écran. C'est flippant, c'est ça que C'est je veux dire. très flippant. Hein Skynet. Skynet. Voilà, on y est maintenant. C'est bien. Donc voilà, donc l'IA dans les jeux vidéo pour animer vos PNJ et vous faire perdre plein de temps, ça arrive très vite. Ça va être encore pire, vous n'aurez même plus le temps de regarder cette émission, c'est triste. Bon, blague à part. On va parler d'un petit sujet pour lequel je vous ai fait venir tous les deux. Nous avons plein de jeux qui arrivent. Là, je ne vous parle pas des jeux d'inspiration asiatique type Final Fantasy. Ça, c'est de la fantasy, comme son nom dit, c'est du JRPG. Je vous parle des jeux type Ghost of Tsushima qui va arriver sur PC, Sur PC. qui est un jeu déjà très connu, Sekiro. On a eu Sifu aussi. On attend surtout Black Myth Wukong Wukong, cette année. qui sort le 20 août. Et voilà. Ouais. Et vient de sortir au moment où vous écouterez cette émission, Rise of the Ronin, qui est un jeu que nous devons à Team Ninja, le studio de rêve de Reza. C'est ça, c'est Team Ninja, Et c'est le frère. tout ça, surtout, messieurs, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'impression qu'il souffle un vent culturel asiatique sur les jeux, mais vraiment sur la culture et l'histoire. Alors toi qui es un passionné d'histoire, Pierre, là je sais que j'éveille plein de petites lumières dans ta tête. On est des férus en Occident de ces jeux, de cette culture asiatique. On a toujours été, évidemment, en Occident, on a toujours été fasciné par le Japon. Après, on a aussi une fascination fantasmée. On l'a vu, tu parlais de Ghost of Tsushima, qui est une vision totalement fantasmée. C'est un jeu américain. Qui est un jeu américain, qui est une vision totalement occidentale. Mais oui, il y a toujours une fascination pour le Japon médiéval, et l'ère Edo en particulier, qui, je le rappelle, se termine vers la deuxième moitié du 19e siècle. C'est ça. Et donc forcément, les développeurs de jeux le savent, les développeurs de jeux savent qu'il y a un public pour ça, donc ils misent dessus. Et après, là, on parle du Japon, mais tu parlais de Black Myth Wukong, qui est pour le coup axé sur la Chine. Ouais. C'est la pérégrination vers l'Ouest, C'est ça. Donc, qui est a été un adapté, conte mythologique oui, chinois. Avec Sun Wukong. Hein Avec Sun Wukong. Voilà, le roi singe. Qui est un peu l'histoire aussi Goku dans Dragon Ball. Akira Toriyama et RIP. Mais c'est ça, on a cette culture, on a cette fascination. Ouais. Pourquoi il y a autant de jeux qui arrivent en même temps? Pourquoi maintenant? Et on voit des séries, il y a Shogun qui cartonne. Il y a le film Ghost of Tsushima qui est toujours en développement. Il y a une espèce d'effet de mode, un peu comme il y a eu avec les Vikings il y a quelques années en fait. Ouais. Un moment où on bouffait du Viking matin, midi et soir. Et maintenant, ça va être le Japon ou l'Orient en général. Voilà, les séries coréennes oui, cartonnées. Me permet, il y a quand même eu des cycles dans les années 2000, par exemple, deuxième moitié des années 2000, on a eu énormément de films sur la mythologie grecque, si vous en rappelez. Après, comme tu l'as dit, on est passé à la mythologie du coup nordique, avec les Vikings et tout ce qui s'ensuit. Et là, en ce moment, c'est vrai que ça se passe beaucoup en Orient, ça se passe beaucoup au Japon, mais les autres à côté réussissent quand même à prendre. On parlait notamment des séries coréennes qui marchent hyper bien depuis maintenant 4-5 ans, alors qu'ils faisaient déjà d'excellents films depuis les années 2000. Au final, ça a quand même mis du temps à sortir, et aussi au niveau de la pop culture et la musique, et on arrive à donner un peu à manger à tout le monde autour. Il y a Neo Studio qui a sorti Lies of P, qui était du coup mon Souls-like préféré moi de l'année dernière, et un de mes jeux préférés l'année dernière, là où beaucoup de gens se disaient bon, c'est un studio coréen qui a rien prouvé, on sait pas s'ils pourront faire un bon jeu. Bon, là on parle du conte Pinocchio et pas finalement de l'histoire coréenne, mais ils ont quand même réussi à faire un excellent jeu pour un premier jeu de ce type là, et c'était vraiment cool. Mais tu as raison, il y a en ce moment deux choses qui se télescopent. Les studios coréens et chinois ont une cote qui rattrape un peu énorme en faisant des jeux alors très occidentalisés, Lies of P, on va se le dire. Mais Amazon Games était allé chercher Lost Ark d'un studio coréen, Lost Ark, c'est coréen. Smilegate RPG, qui était inconnu en Occident. Ils les ont fait venir, c'est-à-dire que les studios ont la cote, mais là surtout, c'est les mythes qui ont la cote. Toi qui adores Team Ninja, c'est quand même leur fonds de commerce, c'est des jeux très orientaux. Ils ne dérogent pas à ça. Et Rise of the Ronin ne déroge pas trop à ça. Là, clairement, ils ont la boucle est bouclée. En fait, je prends Nioh 1 et Nioh 2. On est sur l'époque Tokugawa. On a le premier Nioh, par contre, c'est avec, il me semble, le premier occidental qui était devenu un samouraï, si j'ai pas de bêtises. Le deuxième, c'est l'ère Tokugawa avec Oda Nobunaga et tout ça, mais revisité avec un peu des mythes. Et là, on est du coup deuxième partie du 19e siècle, avec l'époque Bakumatsu, si j'ai pas de bêtises, pardon. Si vous n'avez rien compris à ce qu'il dit, vous ouvrez un livre d'histoire japonaise. C'est 53-68, c'est quand on est vers la fin justement de l'ère Tokugawa et qu'on va aller vers l'ère Meiji, l'arrivée aussi des bateaux noirs. Donc tu as un peu trois clans qui vont un peu faire la guerre à ce moment-là, les pro-shogunat, l'anti-shogunat et les occidentaux qui veulent justement du Japon, ouvrir des routes. d'autarcie, en fait. Voilà. Donc combattre l'ancienne règle d'isolation du Japon. Donc la boucle est bouclée au final, parce qu'avec Team Ninja, ils ont tapé dans les trois époques, on va dire, les plus populaires auprès de l'Occident sur le Japon. Et donc avec Rise of the Ronin, je pense qu'ils essaient vraiment
de mettre ce dernier coup et de faire pas mal de ventes avec le fait qu'ils aient fait une collaboration avec Sony. C'est un jeu officiel Sony, là où c'était pas le cas pour les deux précédents. Même plus que ça, c'est parce qu'il y a vraiment une différence entre Rise of the Ronin et les précédents jeux de la Team Ninja qui étaient vraiment plus axés sur le folklore, sur le naturel, sur le C'est ça. fantastique. Là, on est vraiment dans un contexte historique. Qui est Ouvert. réaliste. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeux entre guillemets historiques qui arrivent aussi, beaucoup de jeux d'aventure ces dernières années. On parlait de Ghost of Tsushima, il y a les Assassin's Creed, évidemment. Alors Codename Jade, qui était le jeu mobile Oui, en c'est ça. Chine, Codename Raid, alors c'est pas le nom officiel, mais bon, a priori, il y a des chances que ça ressemble à peu près à ça, qui lui va se passer aussi au Japon féodal. Moi, j'ai eu en interview quelqu'un qui va te parler à toi, Yosuke Hayashi. Voilà. Hayashi Voilà. Hayashi, on ne le connaît que trop bien chez nous. Patron, ex-patron de Team Ninja, mais C'est qui ça. maintenant est vice-président de Koei Tecmo, qui est l'éditeur du jeu, Ouais. qui me disait, en fait, je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous arrivez maintenant? Il me dit, parce qu'avant, on ne s'occupait pas de faire des jeux pour l'Occident, on ne faisait des jeux que pour les joueurs japonais. Et Rise of the Ronin, comme vous voulez, je ne sais jamais comment on doit dire, ça je parle à Rise of the l'histoire. Ronin. Ronin. Il dit, c'est la première fois qu'on s'est dit, est-ce que l'histoire du Japon peut intéresser d'autres joueurs pour élargir? Bien sûr. Est-ce que ça se sent dans ce jeu-là qu'il est un peu occidentalisé par rapport aux autres de Team Ninja? Il est un peu occidentalisé et ça se sent surtout qu'il y a plus de budget parce que il paraît que c'est leur jeu le plus ambitieux, il m'a dit. Du moins de ce qu'ils ont fait depuis qu'Hayashi avait repris les rênes chez Team Ninja, j'ai envie de dire oui, parce que tu vois, tout ce côté Sony qui fait énormément de jeux à histoire avec de la mise en scène. Nioh 2, c'est plus tu sélectionnes ton stage, tu fais la mission de ton stage, ça repart au menu, etc. Là, on est vraiment sur un open world avec une histoire que tu vas suivre. Et quand à chaque fois, t'enchaînes sur les missions principales ou les objectifs principaux, t'as tout le temps les deux bandes noires qui apparaissent, tu passes en mode film, t'as les dialogues qui sont bien faits, t'as les choix. Donc là, tu sens vraiment le côté Sony derrière qui vient pousser Team Ninja pour faire un jeu avec l'histoire qui se passe à l'époque du Bakumatsu, mais bien orienté histoire et pas que je viens taper les ennemis. Ça, c'était un peu l'effet Kurosawa dans Ghost of Tsushima aussi. Oui. Justement, je pense que Ghost of Tsushima a aussi beaucoup inspiré les développeurs japonais, parce que les Américains sont arrivés, ont fait un jeu qui était magnifique, incroyable, magnifique. Enfin, moi, j'adore ce jeu, Ghost of Tsushima. Et c'est vrai que beaucoup de développeurs japonais ont montré leur admiration pour ce jeu. Qui était pas de chez eux. Qui était pas de chez eux. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a aussi une certaine volonté. Alors, on va pas parler de fierté, mais il y a une volonté d'essayer de montrer sa vision, la vision japonaise du Japon féodal, tout simplement. Pour s'éviter les clichés. Pour s'éviter les clichés et pour aussi montrer son savoir-faire et parler de son histoire, parce que c'est toujours une fierté aussi de parler de son histoire. Alors, nous, on avait, en France aussi, on a plongé là-dedans. Sifu était un jeu qui a marché à l'international, mais est un jeu exceptionnel français. Sifu. Moi, j'ai kiffé, c'est pareil. Je vais pas dire s'accaparait, mais on prenait une image qu'on avait du Japon, de la culture, pour faire un jeu. Alors, ce n'est pas tout le temps exemple de certains reproches. On se fait un peu critiquer. Sifu s'était fait critiquer. En parlant de Rise of the Ronin, là, il y a un problème, c'est avec la Corée. Parce que visiblement, ils n'ont pas aimé un des personnages qui est dedans, qui est évoqué. Donc, ça va plaire à l'Occident, mais ça va créer des remous, parce que même la Chine n'aime pas trop la vision qui est donnée du... Ils ont quand même des problèmes à régler aussi là-bas. Après, la vision de l'histoire d'un pays est toujours problématique pour les autres pays. Enfin voilà, on sait qu'il y a des figures toujours contestées, mais là vraiment le but c'était d'être ancré dans la réalité, donc d'utiliser des personnages historiques. J'utilise des personnages comme Jules Brunet, qui est un Français, comme Matthew Perry, pas l'acteur de Friends, le vrai Matthew Perry, le vrai, la figure historique. Bon, là, il y a vraiment une volonté d'ancrer ça, et c'est vrai que pour le coup, il y a des sujets qui sont très sensibles. Et ça, c'est pas nouveau. Je me souviens plus du personnage qui est dedans, qui est un philosophe et qui en fait aurait incité le Japon à envahir et à annexer la Corée en 1910. Et donc les Coréens, forcément, n'aiment pas trop ce personnage qui est un petit peu sulfureux. Et le problème, c'est que l'un des producteurs du jeu l'a comparé à Socrate de l'époque. Et là, il a mis le feu à la Corée. Donc ils ont interdit. Le jeu ne sortira pas en Corée quand même. Là, on en est là. C'est pas la première fois. On part même sur les mangas, les animés. T'as comment ça s'appelle, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. La boucle d'oreille du personnage principal, c'est que le drapeau impérial japonais. Et du coup, en Corée, c'est censuré. Et il a autre chose à la place des boucles d'oreilles. Donc bien évidemment, le Japon, on va pas rentrer forcément dans leur histoire militaire, mais ils ont fait beaucoup de salles dans leur pays voisin, chez leurs voisins, pardon. Donc c'est vrai que quand tu es en Corée ou si tu es en Chine, la vision du Japon et vice versa, ça va être assez différent, on va dire. Bon, comme nous, quand on est
allez, égrène, ébrèche un peu notre Oui, culture française, oui, on exactement, n'aime ouais, pas c'est ça. trop. non, mais par exemple, Donc, sur les jeux de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de soucis en Allemagne où Était voilà, interdit, les jeux étaient qui étaient interdits ou alors censurés. C'est voilà, il y a toujours qu'on aborde l'histoire, il y a toujours des choses qui peuvent agacer certains pays alors qu'ils sont honorés dans d'autres. toi C'est toi qui es un grand féru d'histoire, ouais. Pierre, et un grand joueur, qu'est-ce que tu penses de ces jeux qui justement parfois ça comment dire? S'arrangent, enfin, sous couvert de jeux historiques, s'arrangent un peu avec la réalité. Est-ce que c'est normal que ça froisse des gens? Est-ce qu'il faut dire que c'est juste un jeu? Alors, ça reste une œuvre culturelle, donc forcément, il y a un biais, forcément elle est subjective, elle a été écrite Faut par faut que ce quelqu'un. soit jouable aussi. Pour que ce soit jouable, donc on s'arrange un petit peu avec l'histoire, qu'on prenne des facilités scénaristiques parce que l'histoire c'est toujours très compliqué, hein, voilà, on simplifie beaucoup, que ce soit dans les films, les séries ou même les jeux. Donc moi non, moi ça ne me dérange pas, c'est un contrat en fait que tu passes avec le studio lorsque tu lances le jeu pour la première fois. Après il y a certains jeux, qui misent énormément sur l'aspect historique, sur l'aspect crédibilité. Je pense notamment à Kingdom Come, Deliverance qui Mmh. est sorti il y a quelques années de ça, qui justement c'était, son argument principal. On veut être réaliste à tout prix et il y a des jeux, comme Ghost of Tsushima, où justement, voilà, on reprend un contexte, on reprend une histoire réelle et on l'arrange à notre sauce. Et après, voilà, ça dépend aussi de comment c'est présenté, tout simplement. Donc voilà, la vague culturelle déferlante de jeux asiatiques arrive. On va passer dans la partie à quoi on joue comme ça. Mm. Reza va nous dire ce qu'il a pensé de ses premières heures sur le jeu. Oui, je mets le bazar dans le conducteur de cette émission parce que je veux qu'on parle de Rise of the Ronin que tu as testé, Reza, maintenant. Oui, c'est bien ça, Melinda. Du coup, j'ai pu jouer une dizaine d'heures avant cette émission à Rise of the Ronin. Et du coup, pour le moment, j'ai envie de dire que je m'amuse plutôt bien. On sent le mix des compétences qui a été fait entre leurs jeux précédents. Du coup, Wolong, qui se passait en Chine à l'époque des Trois Royaumes, mais aussi Nioh. On va retrouver les stances hautes, moyennes et basses prises à Nioh. On va retrouver les arts martiaux prises à Wolong. Donc, on aura un peu ce petit mix. Et avec tout ça, Sony qui met sa poire, je pense, pour l'accessibilité, mais aussi qui va rajouter des niveaux de difficulté, ce que ne faisait pas ni Nioh ni Wolong, pour permettre à un maximum de gens d'y jouer. Pour l'instant, je trouve que c'est cool, les combats sont sympas, l'exploration est sympa. L'exploration, j'ai ressenti un peu de Ghost of Tsushima et un petit peu d'Assassin's Creed 2. Donc ce jeu, ça a l'air d'être un peu un mix de pas mal de succès, mis à part les graphismes, je sais que tu en parleras possiblement un peu après. Les visages restent quand même super bien faits, parce qu'on a un système de création qui est mis en place qui vous permet de faire quand même un bonhomme ou une bonhommette. C'est assez génial. sympa. Et non, mais tu rigoles, mais Et le ça, c'est système de cool. créage, j'ai passé 3 plombes. Tu peux tout faire. Tu C'est changes ça. tout, tu choisis. Moi, je lui ai fait des mèches violettes, mais bon, ça, c'est un détail. J'ai choisi une nana. Ok. J'ai mis, moi qui joue jamais avec des persos féminins, ça m'a fait délirer. J'ai pris une nana, je lui ai mis des mèches violettes. Enfin, j'ai passé. Je pense qu'une partie de mon temps de jeu, ça a été déjà de faire mon perso comme je D'accord. voulais. Mais, Ouais. mais non, mais l'éditeur est génial. Oui, l'éditeur est super Franchement, il bien est et super. et c'était déjà le cas dans Nioh. L'éditeur était déjà J'ai pas super fait les bien Nioh, dans Nioh. Tu devrais. Quand tu auras le temps, parce que c'est assez long Nioh. Mais ouais, pour l'instant, en tout cas, je suis super content. Je suis pas déçu du tout. À voir comment Non, ça mais se passe quand je vais avancer T'es un encore. ambassadeur Et Team puis on Ninja. verra. Heureusement que t'es content. Si toi t'es pas content, on fait comment? Ouais, non, mais, non, mais si, il faut quand même être difficile avec avec les éditeurs, et les studios de développement qu'on aime. Par exemple, Wolong, qui était bien, avait quand même aussi pas mal de défauts que j'avais pointé quand j'avais fait le jeu Day One en stream en un week-end. Donc, pour le moment, voilà, j'ai pas encore de. Je pense que la boucle de gameplay est quasiment faite dans mes 10 heures de jeu, mais on va voir comment ça avance pour le moment. Bah, On va alors, voir. moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, de ce que j'ai fait. Gameplay facile à prendre en main, mais il faut être quand même adepte de la baston. Même Donc, si on est nul, Ouais. même si on est nul au combat, on peut s'y mettre pour Parce suivre que, l'histoire. parce fais que comme du moi, coup, appuie sur tous les boutons. parce Voilà. que du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a 3 niveaux de difficulté. Là, je suis sur le 3e niveau et en vrai, c'est pas facile. Mais toi, t'es un C'est pas expert. Oui, Nous, on mais- arrive, oui, on mais bastonne. je précise quand même, parce que je sais que dans ceux qui vont regarder la VOD, il y en a qui diront est-ce qu'il y a du challenge dans le jeu, est-ce qu'il y a du défi? Oui, Moi, je mets des coups de katana. vous mettez le niveau de difficulté maximum, ça équivaut aux difficultés classiques qu'il y a sur Nioh par exemple. Donc Va- vous aurez du défi, du challenge. J'ai trouvé grosse vibe quand même Assassin's Creed. Oui, alors moi j'ai juste un petit bémol sur Sur les graphismes. l'exploration, Non, dans l'approche, dans la façon de faire, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que ça nous prépare pour Raid. Mais je alors sais pas. j'ai bien aimé ce que j'ai un peu comme Mhm. toi au niveau d'heures de jeu. Oui, visuellement, je m'attendais à un truc, je sais pas, waouh.
il est pas waouh, mais en fait, il est dans le mood global. Ouais. Donc ça me choque pas plus que ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui se sont Et il est moins moche offusqués. que la première présentation sur YouTube. Oui, Je c'est vrai. trouvais que les premières presses étaient vraiment pas belles. Et en jouant au jeu à la maison, c'est pas aussi dégueu que ça avait l'air sur YouTube, Mais, quoi. ouais, mais ça mérite le coup d'œil. C'est une exclusivité PS5 disponible, Rise of the Ronin. C'est ça. Autre jeu sorti le même jour, parce que pourquoi pas. Bah oui. Ça, c'est pour toi, Pierre. Dragon's Dogma 2. Le retour. Et oui, le retour, 12 ans après le premier volet. Donc on est sur un jeu. Alors pour rappel, Dragon's Dogma, c'est un jeu qui rentre dans aucune case, hein. C'est un RPG occidental fait par des Japonais. Donc on est sur un. C'est bien, on est dans une espèce de mood du Oui, jeu, voilà. du chacun fait ce qu'il veut. C'est bien la bonne thématique On de est l'émission. avec un gros côté beat'em all. On est dans une ambiance un peu Oblivion, The Witcher 3, donc vraiment quelque chose d'assez très européen. C'est un jeu qui est fascinant. On se perd dedans. Alors moi, j'en suis à une trentaine d'heures de jeu, c'est incroyable. C'est un jeu qui est cassé, qui a énormément de défauts. Non, mais vraiment. Ah, tu nous le vends bien. Voilà, je le vends bien. Mais Allez-y, voilà, il est ça, pété. faut le savoir. Mais il est généreux dans tout ce qu'il fait. On sent la passion des développeurs derrière. Et au final, c'est vrai qu'on est happé par le monde de Dragon's Dogma qui est immense, hein. On a un immense monde à explorer. Et on a un petit côté un peu Death Stranding aussi, avec des très très longs voyages où on doit vraiment prévoir ses étapes, prévoir son itinéraire. Bien entendu, là on voit les combats, des combats extrêmement nerveux où pareil, un petit côté Shadow of the Colossus, on doit monter sur les grosses bestioles pour taper le Ça, point c'est bien faible. ça. Donc on est vraiment sur un espèce de melting pot qui fonctionne en fait, qui fonctionne et qui est prenant. Et ceux qui ont fait Dragon's Dogma 1 seront vraiment en terrain connu, parce que Dragon's Dogma 2, c'est tout simplement ce que aurait dû être Dragon's Dogma Ah oui. en 2012. Mais vraiment, c'est juste le même en plus beau, en plus grand, un petit peu plus nerveux. Parce que c'est vrai que Dragon's Dogma, c'est un jeu pareil, hein, fascinant, mais qui était complètement cassé à sa sortie, qui est ressorti un an plus tard avec une édition qui était remise au goût du jour. Mais voilà, on sait que le développement était difficile, il y a une grosse partie du jeu qui avait été coupée avant la sortie. Bah là voilà, c'est vraiment la vision d'Itsuno, la vision finale. Donc on est sur un jeu qui est, je dirais pas personnel, hein, parce qu'on reste quand même sur un énorme blockbuster, mais un jeu qui sort vraiment des sentiers battus, qui n'est pas lissé dans un monde des blockbusters AAA. C'est vrai que ça fait du bien. Faut accepter ses défauts, faut accepter ses errances, mais une fois qu'on est dedans, c'est incroyable. Tu nous le vends bien parce que moi j'avais fait le premier en effet à sa sortie, j'étais pas resté longtemps parce que ça m'avait saoulé. Enfin voilà, faut le dire. Mais là tu m'as dit ça ressemble un peu à Death Stranding, on va glander et marcher des heures. Moi ça me va. Tu me l'as Non, bien ça va. vendu. Reza, t'as commencé toi. Ouais, il y a des trucs à faire quand même. Parce que moi, j'ai joué de base pendant le développement, j'ai joué plusieurs fois chez Capcom. Et j'ai pu y jouer, on embrasse Capcom France. Et j'ai pu y jouer du coup à la maison déjà. Et par exemple, il y a un truc que j'aimais bien faire. Par exemple, comme disait Pierre, on peut grimper sur les gros monstres pour tout simplement taper leurs points faibles. Et parfois, par exemple, j'étais hyper bas level. Je me battais contre une sorte de Wyvern. Et Griffon Wyvern. Et je mettais du temps à la tuer. Et à un moment, j'étais sur elle en avait marre du combat, elle s'est barrée. Sauf que j'étais sur elle pendant qu'elle s'est barrée. Donc tu t'es Et barré du coup, avec. elle m'a fait traverser la map. Sauf que le problème, c'est que de base, t'as pas de point de téléportation dans le jeu. En fait, il faut déposer un certain objet à un endroit pour que tu puisses t'y retéléporter. Oh le Tu vois. bordel. Donc après, je me suis retapé la marche et tout. C'était incroyable. Mais bon, c'est vrai qu'en termes d'open world, et ceux qui ont kiffé Dragon's Dogma 1, il n'y a aucune surprise, ils vont se mettre bien. Clairement. Là, moi, j'ai fait mon choix. Ça va plus être Rise of the Ronin pour le moment. C'est un peu plus nerveux, ça me correspond un peu plus. Mais en termes d'exploration fantasy, c'est aussi le premier open world sur Unreal Engine pour Capcom, qui est leur moteur graphique maison, qui pour moi est le meilleur moteur graphique maison des studios japonais actuellement. Ils ont fait le boulot et je pense que ce sera un très bon succès et un des meilleurs jeux de l'année en jeu solo à faire. On espère pour eux, parce que pour le coup, la qualité est là, la passion est là, donc on espère que ça va être un petit succès. Parce que c'est vrai que 22 mars, c'est compliqué de se faire une place. Ah bah oui, C'est ça. parce qu'il y a un troisième jeu, mais on vous en parlera pas aujourd'hui, qui est Princess Peach Showtime. Ça, on se le garde pour la semaine prochaine. Ah oui, alors là, j'aurais cassé l'ambiance, les gars. Parce que ça, je l'ai fait. Et on s'en parlera dans la prochaine émission. parce D'ailleurs, que- Oui. Les 2 prochains mois, on a 2 super jeux qui arrivent. En avril. Vas-y, prends ta Reza là pour la prochaine fois. Non, Dis-moi. c'est même pas. C'est juste au cas où Tu sais que tu peux, tu reviens quand au tu cas veux. où des gens regardent l'émission. En avril, il y a Stellar Blade, Ouais. donc une autre exclue PlayStation. Bon, malheureusement, la communication n'est pas forcément faite sur les bonnes choses sur Internet. Du moins, c'est pas les choses que moi Non, j'aime. c'est Il y a chose. mieux à vendre parce que le jeu a l'air quand même d'être une superbe lettre d'amour à Platinum Game. Donc les mecs qui ont fait Bayonetta, les mecs qui ont fait Nier Automata, énormément de jeux d'action qu'on kiffe tous, Metal Gear Rising Revengeance et autres. Et au mois de mai, du coup, on aura la suite de Hellblade. Mais Un oui. de mes jeux préférés du coup Microsoft, de Ninja Theory, que j'attends depuis l'annonce de la Xbox Series X. Dès qu'il y a Ninja Donc, dans un monde avril et mai, ça studio, va être bien.
il prend. Non, mais non, c'est même pas un truc de Et ninja. j'oublie c'est qu'au juste mois de trop mai, bien. là, on fera une bise à Genius. Il y a Multiversus qui revient, qui nous en avait Multiversus qui parlé revient, dans ouais. cette émission comme étant son C'est jeu ça. de combat à faire, sachez-le. C'est vrai. Merci à vous deux d'être venus. Merci Merci à Melinda. toi. Eh ben, Reza, c'était un plaisir de t'avoir. Plaisir Tu es chez partagé. toi. Qu'est-ce que tu as d'autre de beau là? T'as plein de Qu'est-ce que choses j'ai hein, d'autre avec tous tes événements. J'ai plein de jouets, exactement. Moi, j'organise des événements de jeux de combat depuis 9 ans. Mais comme entre-temps, j'ai fait beaucoup de tournois, beaucoup de cases, beaucoup d'émissions en chroniqueur, c'est un peu une partie que les gens avaient oubliée. Excuse-nous de te Là. prendre de ton temps. Hein. Pardon, non, c'est pas vrai. Et donc là, on l'a vraiment relancé à fond. Donc toutes les 2 semaines, j'organise une Bimonsly, donc un événement à l'eSpot Paris, donc Louvre Rivoli / Châtelet, sur les jeux de combat. Donc il y a Tekken 8, Street Fighter 6, Grand Blue Fantasy versus Rising, Guilty Gear Strive. Donc vous avez l'opportunité toutes les 2 semaines de venir jouer pour seulement 10 €. Donc un tournoi plus du free play de 18h à 23h. Et donc là, vu qu'on tourne l'émission mercredi, ce soir j'ai le tournoi. Eh ben, ouais. Donc on est avec les copains, on organise, on gère les braquettes, on gère l'accueil, on commente aussi et on stream l'événement. Donc ça nous prend beaucoup de temps en ce moment, on a d'autres événements aussi sur le tas, mais c'est ce que je fais le plus actuellement. Ouais. Eh ben, dis donc, t'es bien occupé. Hein. C'est pour ça qu'on a le problème à mettre des bandeaux parce qu'il fait trop de choses. Mais non. Pierre, merci. Ça va? On t'a Ça pas va très terrifié? bien. Non, ça va, ça s'est très bien passé. Tu Donc vois écoute, Super. On te retrouve sur Fun Android pour en plein Android, de. on teste des jeux vidéo, évidemment, bon, comme le nom du site ne l'indique pas, mais aussi des PC, des téléphones, évidemment, et d'autres petits trucs sympas comme des manettes, des claviers, Et on des en- écrans. Il y a Ça, plein de c'est bien. choses à Il y a voir. plein de choses à voir. Plein de choses à voir. Eh bien, merci en tout cas à vous deux. Merci à toi Merci Melinda. à toi. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission une nouvelle fois. Eh bien, vous avez le choix entre jouer à Dragon's Dogma 2 ou à Rise of the Ronin ou à Princess Peach. Ou aux 2. Libre à vous, Ou aux deux. ou aux deux, ou aux trois. Eh bien, en tout cas, on se retrouve très très vite pour parler des autres jeux. Vous pouvez retrouver cette émission en multidiffusion sur la chaîne Tech Co, sur le site Tech Co et sur la chaîne YouTube. Et évidemment en podcast absolument partout. N'hésitez pas aussi à nous laisser vos commentaires. En tout cas, vous avez de quoi faire. Jouez bien et à très vite.